Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc ici, on va voir comment développer un logiciel et faire une persistance avec les rapports d'erreur de Windows et surtout grâce aux débuggers. Donc bonjour passionnés de cybersécurité et d'hacker blanc. Cet article est basé sur les propres recherches de la personne qui a fait le blog ainsi que sur d'autres personnes sur l'une des astuces de persistance des logiciels malveillants les plus intéressantes via WhereFault. Donc on peut le dire par Windows Error Fault, donc .x. Donc qu'est-ce que c'est WhereFault.x? Alors en étudiant le comportement du rapport d'erreur Windows, je suis tombé sur un chemin de registre intéressant. Donc ce chemin c'est le HKLM. Software Microsoft Windows Microsoft Error Reporting Eng. Donc si nous numérons la valeur wherefault.x-pr et on met une valeur de type numérique, elle est lue dans le registre HKLM Software Microsoft Windows Error Reporting On Reflected et plus le chemin de la valeur qu'on va lui mettre, et cette commande s'exécute grâce à WhereFault en mode appelé Reflect Debugger ou debugger réfléchissant. En fait, il va exécuter lui-même le programme qu'on va lui passer. Elle est très intéressante. Par exemple, le WhereFault-PR1, on peut retrouver en fait l'adresse ou l'endroit où se trouve la clé de registre qu'il va essayer de consulter. Donc là, il faut aller dans Windows, il faut ouvrir Procmon, il faut le configurer. Alors la première chose qu'on veut voir, c'est le processus, donc process name. Il faut qu'il soit égal à WhereFault.x et on l'ajoute. Une fois qu'on applique, on fait OK. Là, il faut lancer notre programme WhereFault avec les bons arguments. Donc on ouvre un terminal en mode administrateur. On exécute WhereFault avec un tiret PR et 1, donc en mode réflective. On fait OK, on valide, et là on voit qu'il y a plein de clés de registre, de DL, d'endroits de fichiers où on a certaines informations. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les clés de registre, et surtout celles qui ne sont pas appelées, et donc qui ne trouvent pas. C'est un peu comme les DL avec l'usurpation qui ne trouvent pas. On peut faire la même chose avec les clés de registre au niveau des programmes. Donc là, dans le filtre, on cherche un résultat qui est non trouvé. Donc en anglais, c'est name not found. On fait add, on applique, on fait OK. Et là, on voit que toutes les clés de registre et toutes les choses qui n'ont pas été, qu'on résultat à name not found ont été triées. Après, ce qui nous intéresse, c'est le hang. Donc on va faire un CTRL F et on va voir est-ce qu'il trouve celui-ci. Donc là, il retrouve à la fin, il retrouve bien notre clé qui ne trouve pas. Si on agrandit, là, il ne trouve pas. Qui est dans HTML, Software, Microsoft, Windows, Error Responding, Hang et Reflect Debugger. Et comme on voit là, il y a plein de choses qui ne trouvent pas. Hein. Donc ça se trouve, si vous faites de la recherche de vulnérabilité, de bugs, etc., vous pourrez trouver d'autres problèmes qui sont dedans. Donc là, on est arrivé là. On a ajouté le filtre name not found. En conséquence, nous avons une faille pour détourner cette valeur. Donc on a la valeur qui est là. Et alors, comment on va réussir à exploiter cette astuce, en fait, quand on va exploiter cette erreur? En fait, on va remplacer la valeur en registre HKML Software Microsoft Windows Error Reporting Hang. On va mettre une clé Reflect Debugger par notre application et on va mettre le nom de notre charge utile. Car WhereFault.x va non seulement lire cette valeur, mais en plus, ce qui est plus important, elle va l'exécuter. Et bien sûr, pour faire une persistance, on va utiliser une autre clé de registre qui permet au démarrage de lancer notre charge utile. Donc là, on fait un exemple pratique. Donc la première chose qu'on va faire là, c'est un fichier qui s'appelle hack.ccp qui est notre charge utile, qui affiche notre YouTube message box, hein, c'est juste pour voir que ça fonctionne. Et après là, on va créer un script qui va modifier toutes les clés de registre, etc. Donc là, on aura la persistance et on aura tout le programme en C++. Donc là, je vais vous expliquer comment ça fonctionne tout ça. Donc là, on va voir le fichier de persistance. Donc qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin du lien où se trouve notre charge utile. Donc moi je l'avais mis sur le bureau, donc user test desktop hack.x. Alors vous, si vous voulez faire comme moi, le mettre sur le bureau, mais que vous n'avez pas le même nom d'utilisateur, il faudra modifier test pour que ça fonctionne chez vous. Après, pour que la persistance fonctionne, il faut bien qu'à un moment, on exécute le fichier WhereFault égale PR1. Donc ça va être exécuté au démarrage de la session ou de la machine. Alors, la première chose qu'on va faire là, c'est on va ouvrir la clé qu'on avait vue tout à l'heure, là, Software Microsoft Windows Error Reporting et Hang. Donc là, on va l'écrire dedans. Alors si on arrive à l'ouvrir, on va mettre dans cette clé une valeur qui s'appelle Reflect Debugger et dedans on va lui mettre
mettre le chemin du fichier de notre charge utile qui est cuser-test-desktop.ack. Mais juste là, ces clés-là, elles vont s'exécuter que si on exécute where-fault. Donc c'est après qu'on va créer la persistance qui est ici. Donc pour créer la persistance, on va voir est-ce que la clé reg open on peut l'ouvrir, alors ça veut dire que si on peut l'ouvrir, elle existe. Donc dans Software Microsoft Windows Current Version Run, si on arrive à l'ouvrir, dedans on va lui créer une propre clé, donc on n'a pas quel nom, lui il a mis la clé MEU, et dedans on va lui dire au démarrage d'exécuter where-fault.ex.pr qui va exécuter lui-même notre charge utile. Donc là c'est bien la persistance. Donc une fois que ceci est fait, il faut compiler nos deux codes sources, notre charge utile et l'autre programme qui fait notre persistance. Donc on va les compiler sur Linux grâce à notre cross compilateur. Donc on ouvre un terminal, on compile le premier hack.exe, donc on vérifie bien qu'il a bien été compilé. Donc là on a bien hack.exe, c'est bon, et après là on va compiler l'autre là, pers.ccp. Donc là on compile notre pers.ccp. Donc, est-ce que on a un perf.exe après, une fois que c'est compilé? Oui, donc on a les deux fichiers là, un qui est notre charge utile, un qui est la persistance, qui ont été bien compilés. Donc là, ça devrait fonctionner. Donc là, il faut mettre en place tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Alors, avant d'exécuter, il faut vérifier d'abord les clés de registre, mais au début, en fait, ces clés-là, elles n'existent pas. On va comme vérifier. Donc, dans notre shell, la première clé, là, elle dit qu'elle n'existe pas. Et la deuxième clé, là, dans Error Reporting on Reflect Debugger, ça n'existe pas. C'est normal. Après, il y a quelque chose de très important à faire, c'est le hack. On a vu faut le mettre dans le bureau. Donc, nous, on va le mettre dans le bureau. Donc là, je fais un copier et coller. Donc, il est bien sur le bureau. Il faut l'exécuter pour voir si ça fonctionne. On va activer la persistance et on va voir si les clés existent, etc. Et après, une fois que ceci est fait, on va voir si tout fonctionne. Donc, faisons ceci. Donc là, on vérifie si hack.exe fonctionne. Donc là, on voit que ça fonctionne bien. On va mettre la persistance. Donc là, c'est mis. Donc on vérifie que la clé a bien été écrite. Et là, on voit bien qu'avec le query HKLM Software Microsoft Windows Error Reporting ONG, où on a bien la valeur reflect debugger et user desktop hack.exe pour exécuter la charge utile. On va regarder aussi le registre qui permet la persistance au début quand ça démarre. Donc là on voit bien que MEU là ça a été mis comme clé et qu'elle va exécuter where-fault-ex-pr1 au démarrage. On peut essayer de exécuter cette commande là ici pour voir en mode manuel si ça fonctionne. Et là quand j'ai fait OK, quand je l'ai exécuté, notre charge utile s'exécute. Maintenant il faut vraiment voir si ça fonctionne si je quitte et je relance la session. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, on va dans le menu de démarrer, on clique dessus, et on va cliquer sur le petit bonhomme, là où il y a le nom. On fait se déconnecter, on attend que ça se déconnecte, on se reconnecte. Alors, ça peut prendre un peu de temps, le démarrage. Et au bout d'un certain temps, on voit qu'au démarrage, notre charge utile s'est bien exécutée. Maintenant qu'on s'est déconnecté, reconnecté, ce qu'on vient de faire, après quelques secondes, notre boîte MEU, là, la message box, c'est bien apparu. Donc, on a eu ça, il n'y a pas de problème. On peut vérifier les propriétés de hack.exe via process hacker2 et voir quel est son parent, etc. Donc, faisons ceci. Donc, j'exécute process hacker2. On a le hack. On clique dessus. On voit qu'il a même des droits administrateurs. C'est intéressant. Et en général, là, on voit qu'il n'a pas de process parent. Il a directement été démarré au démarrage. Et donc, faites également attention aux privilèges administrateurs requis pour pirater les rapports d'erreurs de message. Oui, donc pour le débugage des rapports, il faut avoir les privilèges administrateurs. Mais aussi, pour la persistance aussi, on a besoin aussi des privilèges administrateurs. Alors, utilisons les privilèges bas niveau. Oui, bon, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Et une fois que tout fonctionne, là, on peut enlever la persistance plus le clé de registre qui me permet d'exécuter notre charge utile. Donc, il faut rouvrir un shell en administrateur, on enlève les clés, on supprime hack.exe et normalement si je fais win-where-fault, j'ai plus la charge utile qui s'exécute. Ici, je redémarre, il n'y a plus rien. Donc là, tout a été nettoyé. Et il montre que dans les bases de registre, tout a été nettoyé, etc. Bah, nous, on a vu que ça redémarrait pas, donc dans la base de registre, c'était nettoyé. Que pouvez-vous remarquer si vous essayez de tout remettre à sa place? Donc, comme vous pouvez constater, tout fonctionne comme avant. Alors, je ne sais pas si ces APT dans la nature ont utilisé cette tactique. Alors, oui et non, on ne sait pas trop. En fait, sur Windows, il y a tellement des milliers d'endroits où on peut assurer la persistance que c'est compliqué si toutes les possibilités ont été faites ou pas. Et ceci pose vraiment un très gros souci
pour les logiciels qui luttent contre les logiciels malveillants. En fait, la chose qui serait intéressante, ça serait que Microsoft sorte ou modifie son système d'exploitation pour que tout soit plus simple, pour qu'on ait une sécurisation moins compliquée à faire. J'espère que cet article fera connaître aux équipes bleues, donc aux équipes défensives, ces techniques intéressantes, ces Blue Team, et la même chose pour les Red Team, donc les équipes offensives, aussi pour les développeurs. C'est intéressant aussi qu'ils comprennent pourquoi ça s'est fait, et pour tous les étudiants ou n'importe qui est intéressé par la sécurité informatique. Alors, toutes les choses qu'il fait ici, c'est des cas pratiques à des fins pédagogiques, c'est pour apprendre, pas pour faire des choses malveillantes. L'apprentissage a pour but aussi de savoir comment ça fonctionne et surtout se prémunir de ce genre d'attaque. Mettez des commentaires pour que j'ai des retours, abonnez-vous, mettez des pouces bleus et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos qui sortent.